Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes ravis vraiment de vous retrouver pour cette première édition de l'Invivox Academy de cette rentrée de septembre 2022. Nous espérons bien sûr que vous avez tous passé un bel été reposant et agréable. Pour cette session de rentrée, nous avons le plaisir d'aborder un sujet qui vous intéresse bien entendu, qui est la Medical Education. La Medical Education qui est une notion englobant l'information, les connaissances que les laboratoires pharmaceutiques proposent aux professionnels de santé pour les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques et pour aussi les informer sur les innovations thérapeutiques qui sont incessantes dans le domaine de la santé. Pour éclairer ce sujet aujourd'hui, pour en débattre avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Julien Delpech, bien sûr, qui est notre président fondateur d'Invivox, qui va prendre la parole dans un instant, ainsi que Franck Lemeur, président fondateur de Tech2Med, qui est une société de conseil en accompagnement de la transformation digitale des industriels de la santé. Franck et Julien ont tous deux une vingtaine d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Ce sont des observateurs et des acteurs de premier plan de toutes ces évolutions autour notamment de la medical education. Et donc, pendant la première demi-heure de cette session, j'aurai le plaisir de les interroger sur les différentes facettes de ce sujet, sur l'évolution de ce domaine. Et puis ensuite, dans le quart d'heure qui suivra, nous pourrons répondre à vos questions. En l'occurrence, ils pourront répondre à vos questions en live et tout ceci nous mènera jusqu'à 12h45, voire jusqu'à 13h au maximum si vous avez beaucoup de questions. Donc, merci encore d'être avec nous. En attendant que les derniers participants se joignent à nous, je laisse la parole à Julien qui, en quelques mots, va vous présenter ou vous rappeler la mission d'Invivox. Julien, c'est à toi. Merci infiniment, Catherine. Alors, peut-être juste un tout petit mot avant de vous parler d'Invivox, pour vous parler des prochaines sessions de l'Académie Invivox. Il y a tout un programme qui a été mis en ligne, qui a été préparé cet été par les équipes d'Invivox. Et la semaine prochaine, on aura le plaisir d'accueillir Michel Lenoir-Salfati, de l'Agence nationale du DPC, qui sera accompagné de Jean-Philippe Nathalie et également de Sabine Cohen-Igounek, et qui viendront nous parler des nouvelles orientations triennales du DPC qui sont sur le point d'être publiées. Et ils répondront tous les trois à toutes les questions que vous vous posez sur ces orientations triennales. Donc ça, c'est la semaine prochaine, le 15 septembre à midi. Et juste pour vous annoncer aussi un grand événement que nous organisons chez Invivox. Donc, ça sera sous un format TEDx. On va recevoir une douzaine d'orateurs. Ça se passera à la fois en présentiel à Paris, mais aussi en distanciel pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et la salle ne contient que 150 places. Donc voilà, on va parler de la formation et surtout du futur de la formation d'ici 2025. Donc ça se passera le 24 novembre à partir de 16h30. Vous avez toutes les informations qui sont disponibles avec les principaux orateurs qui sont déjà bookés, disponibles sur le site Invivox. Voilà, en se donnant une dernière minute pour laisser rentrer les derniers retardataires. Donc, Invivox, c'est très simple et c'est le booking.com de la formation médicale. Donc, en fait, on centralise chez Invivox et on valorise tout type de contenu de formation, online, on-site, à la demande, et on les valorise en les rendant disponibles vers des communautés extrêmement ciblées de professionnels de santé, que ce soit des médecins, des spécialistes, des infirmières, des vétérinaires, puisqu'on vient de se lancer dans le monde vétérinaire aussi. Donc, on centralise, on diffuse, on crée du contenu à la demande de plus en plus, du contenu qui est adapté aux nouveaux besoins, et on va y revenir avec Franck des professionnels de santé. Ça fait partie des facettes de la medical education. Et évidemment, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On récupère toutes les données de tous les professionnels de santé qui s'enregistrent à des contenus de formation. Voilà, très simplement, Catherine, je te repasse la main pour démarrer cette session. Merci beaucoup. Donc, on va attaquer tout de suite en essayant d'éclairer un petit peu le contexte actuel de la medical education.
Donc, Franck, la medical education, c'est un concept assez large. Hein. On entend par là la communication autour de la santé, de l'information, peut-être d'autres choses aussi. Si on s'essaie à définir un petit peu ce terme, d'ailleurs que l'on voit soit au féminin, la medical education, et parfois aussi au masculin, le med-ed. Donc, tout ça ajoute un peu de flou, dirais-je. Si on essaie de définir ce terme, quelle définition pourrais-tu nous proposer? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Julien, Catherine. Voilà, c'est ma 3e académie, donc c'est toujours un plaisir de participer à ces discussions. En fait, la medical education, c'est un terme qui peut être assez large. Ça peut être un terme aussi qui peut être interprété différemment en fonction de l'objectif. Que vous soyez, par exemple, une autorité, une institution ou un académique ou alors une pharma, hein, ça peut effectivement, on peut parler un peu côté industriel de santé, pharma, medtech, etc. Ça va être un ensemble d'actions de communication qui visent en fait à, on va dire, à former, informer, disséminer de la data, de l'évidence, parfois voilà, augmenter ce qu'on appelle un peu l'awareness ou la notoriété de pratiques médicales ou scientifiques. Ça peut être aussi parfois aussi des stratégies de modernisation de stratégies thérapeutiques ou de changement de stratégie thérapeutique. Donc, en fait, c'est souvent des actions de communication qui sont aujourd'hui de plus en plus, voilà, presque encore un peu classiquement pyramidal. On commence par finalement des grands experts, des advocates, puis après, on arrive à cascader ou à informer le plus massivement possible voilà, des professionnels de santé voilà, sur un sujet qui peut être très variable en fonction effectivement de qui organise. Hein. Si vous êtes un laboratoire pharma, vous allez être sur vraiment des actions très basées sur vos stratégies thérapeutiques ou vos intérêts laboratoires. Si vous êtes voilà, une autre institution, ça va être vraiment la formation aux guidelines, voilà, différents sujets. Donc, en fait, il y a pas mal de définitions de multiples facettes. Le ou la, d'ailleurs, moi, j'entends plus souvent la medical education, the medical education. Hein, donc, mais c'est toujours très important côté industrie de santé dans voilà, la dissémination, l'augmentation des connaissances par rapport à voilà, soit une nouveauté, soit par rapport à une actualité, soit par rapport à un lancement, donc faire connaître, faire savoir. Et je peux donner un exemple. Un laboratoire lance un nouveau médicament avec un nouveau mode d'action. Typiquement, ce mode d'action, il n'est pas encore très connu. C'est une nouvelle façon même d'aborder le patient. Donc, il va y avoir tout un travail d'acculturation, de formation à la connaissance du mode d'action, à l'usage, à l'impact de ce mode d'action du médicament sur les patients. Et donc, ça revêt voilà, une séquence de communication, une séquence d'action qui s'appelle la MEDED. Voilà, ça c'est souvent en amorçage, mais après, ça peut être en continu avec des boards d'experts, des séminaires, des symposiums, enfin, tout ce qui va être finalement dans un plan d'action de medical education. Ça peut être un plan de publication aussi. Souvent, il y a des plans de publication, faire écrire des experts sur un médium. Donc, ça peut être assez large. Voilà. En effet, en effet. Donc, on va essayer d'évoquer certains points saillants de tout cela dans les minutes qui viennent. Vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà hein, dans l'onglet questions et réponses et nous y répondrons tout à l'heure. N'hésitez pas. Et une première question qui vous est posée à vous, participants à ce webinaire, donc c'est notre premier sondage du jour. Vous allez pouvoir voter. Il va s'afficher, voilà, faut-il faire évoluer les pratiques de medical education selon vous? Voilà, oui, non ou vous ne savez pas. Voilà, la réponse, le vote est assez net. On va pouvoir arrêter le vote et publier les résultats. Voilà, vous êtes 86% à penser qu'il faut faire évoluer les pratiques de medical education et cela explique peut-être d'ailleurs votre participation à ce webinaire aujourd'hui.
Alors, pourquoi faut-il faire évoluer les pratiques de medical education? Parce que cette thématique, ce thème est confronté à de nombreux défis. Et l'un de ces premiers défis apparaît être l'afflux d'informations santé partout, tout le temps. Et parfois, on peut se trouver un petit peu perdu. Julien, c'est le thème de l'infobésité. Et je pense que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus ou illustrer en tout cas cette notion. Oui, merci Catherine. Pour rebondir effectivement sur ce que dit Franck, l'infobésité, je pense que c'est un mot qui est passé aujourd'hui dans le langage courant. On en est tous, d'une certaine manière, les victimes, hein, que ce soit dans le monde médical ou dans plein d'autres mondes. Ce qui est intéressant, c'est de se baser sur une étude qui a été publiée par Harvard sur le doublement de l'information et de la connaissance médicale dans le monde. Je vais la partager avec vous tout de suite. Donc, vous voyez cette étude qui montre en fait l'évolution du doublement des connaissances médicales au cours des 70 dernières années. Et aujourd'hui, je ne me suis pas trompé sur le chiffre, 73 jours, c'est en fait l'information médicale, la quantité d'informations médicales double tous les 73 jours. Donc, c'est absolument faramineux. Dans cette information médicale, il faut toujours être capable de trier le bon grain de livret. Qu'est-ce qui relève de l'intérêt? Qu'est-ce qui relève éventuellement du fake aussi, parce que même dans le domaine médical, il y a aussi du fake. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est tous confrontés, les professionnels de santé en premier lieu, à cette infobésité et comment mettre à jour justement ces compétences pour pouvoir proposer aux patients le meilleur niveau de traitement possible. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le dernier traitement qui est toujours le plus adapté, mais en tout cas, de les avoir dans son arsenal, dans sa panoplie pour un médecin. Donc, l'infobésité, c'est une réalité concrète. J'ai repris d'autres chiffres qu'on trouve, des chiffres sur PubMed, qui reste aujourd'hui quand même un site de référence pour la recherche d'articles. Vous voyez, plus de 3 milliards de recherches en 2017, et ça a explosé dernièrement. Il y a de plus en plus de sites qui proposent aussi de répertorier toutes les différentes études et même certaines études qui n'ont pas été publiées, qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, on est tous face à cette infobésité et la grande question, c'est comment est-ce qu'on va trouver la bonne information, comment est-ce qu'on met nos compétences à jour aujourd'hui. Ah oui, donc l'un des défis que se posent les laboratoires aujourd'hui, c'est justement cette connaissance foisonnante. Et puis peut-être aussi en face d'eux, des professionnels de santé qui ont de moins en moins de temps disponible. Est-ce que ça, au cours de ton expérience, Franck, tu as vu cette évolution qui fait que la possibilité de communiquer auprès des professionnels de santé se heurte à ce rythme de plus en plus effréné qu'ils ont dans leur pratique? Oui, il y a deux, trois phénomènes qui sont accélérés. Bon, déjà, il faut savoir que l'étude de la FNIM, la Fédération nationale d'information médicale de 2019, j'ai vu qu'Éric Philippot était là, cette étude montrait déjà que le recours à l'information scientifique était de plus en plus sur des sources extérieures au laboratoire pharmaceutique et de plus en plus digitales. Vous avez bien cette courbe par tranche d'âge qui montre que déjà, même sur des médecins qui ont 50 ans et plus, vous avez 50% de l'information se fait en ligne. Et puis, plus vous êtes jeune médecin, plus vous avez recours finalement aux sources numériques, qu'elles soient soit ce qu'on appelle les Netflix, soit qu'elles s'appellent les applications. Voilà. Donc, il y a vraiment un grand nombre de sources d'informations scientifiques qui sont développées, qui sont customisables pour un médecin avec des alertes, des newsletters, des notifications, donc, et qui sont de plus en plus dans des formats adaptés à leur mode de consommation, qui est un problème de temps. Le temps d'un médecin aujourd'hui, c'est l'or noir, c'est-à-dire que le temps qu'un médecin va consacrer à sa formation, il ne va pas aller passer 4 jours à lire des publis, il va avoir vraiment besoin de savoir l'essentiel en quelques minutes. Donc, la vidéo, le podcast, l'infographie, toutes ces choses-là, une synthèse sont vraiment devenues le commun de la consommation d'informations scientifiques. Donc oui, moi j'ai vu, notamment après le Covid, une explosion de la consommation des plateformes, ce que j'appelle les Netflix, en matière d'information, d'éducation médicale. Donc, il y a eu l'explosion des plateformes peer-to-peer dont vous êtes acteur, notamment dans la recherche des solutions Covid. Il faut savoir que
c'est les premières réunions franco-anglaises qui ont permis de changer le protocole de prise en charge du Covid. Donc, ça s'est fait tout en ligne et par des sources peer-to-peer. Vous avez des augmentations d'audience, d'Egora, de quotidien médecin de plus 30, plus 40% pendant la période de truc où les médecins ont été cherchés à s'informer. Donc, il y a vraiment maintenant une pratique en ligne de la medical education. Et donc, qu'est-ce que ça change? C'est que vous avez une bande passante des médecins qui est plus compliquée, qui fait que le mode actuel des acteurs de santé, des industriels, pour faire la medical education devient de plus en plus contraint. L'accès, le temps disponible. Et donc, finalement, les industriels de santé vont devoir s'adapter à l'agenda des problèmes de santé pour pouvoir faire cette fameuse medical education en ce qui les concerne. Donc, de faire des partenariats, de travailler avec les supports qui sont utilisés. Et voilà, comme c'est très coûteux de développer des structures de medical education soi-même, eh ben, il y a quand même une tendance à aller vers ça, quoi. Donc, c'est clair que vous parlez avec un jeune médecin aujourd'hui, tout ce qui est neutre et numérique est privilégié. Voilà. Et snack. Voilà. Et on reparlera certainement du snack tout à l'heure. Doit-on aussi rappeler que l'environnement réglementaire de tout cela est de plus en plus strict? Oui, alors c'est effectivement une discussion que je vois dans les laboratoires pharma. Bon, tout ce qui est produit, bien évidemment, reste dans le cadre de la régulation de la publicité des médicaments et fait l'objet des dépôts, etc. Donc, tout ce qui est fait autour de produits. Ce qui est peut-être un peu plus possible et flexible, c'est tout ce qui concerne l'environnement et qui puisse être effectivement sur des formats voilà, autour de la pathologie ou de domaines d'intérêt du médecin dans le champ de légitimité du laboratoire. Je prends un exemple. Un laboratoire travaille dans les maladies rares, il s'avère, ou par exemple, encore un meilleur exemple, dans la CEP, et il s'avère que finalement, il y a une grande évolution des neurologues dans la stratégie thérapeutique et notamment dans la décision partagée avec le patient. La sclérose en plaques. Voilà, donc vous avez des médecins qui vont imposer une prescription sur la base de ce qu'on leur a dit, voilà, de meilleur choix. Et puis vous avez des médecins qui vont considérer qu'un injectable vers le rein, c'est pas pareil, que l'âge du patient ou de la patiente peut jouer aussi sur le traitement des effets secondaires. Donc en fait, là, typiquement, un laboratoire va faire de la medical education sur comment accompagner le patient, la stratégie thérapeutique, l'éducation, savoir écouter les signaux faibles. Donc, on va être sur finalement de la stratégie de traitement. Et là, il peut y avoir un programme. Et là, le programme, c'est un programme d'environnement. Donc, il faut que ce soit légitime pour un laboratoire, pas qu'il aille faire du juridique ou autre chose, des choses comme ça, mais il est bien dans son champ de légitimité. Et en général, c'est des régulations moins lourdes et plus flexibles pour pouvoir. Parce que si vous faites des choses en plus à l'heure du numérique et que vous êtes dans une contrainte de temps, vous ne pouvez pas être aussi flexible et réactif que les grandes sources de numérique. Donc, il faut être capable aussi de jouer la conversation en ligne. Et ça veut dire qu'il faut des process réglementaires adaptés. Et la conversation, elle influe, elle découle aussi des questionnements des patients qui eux-mêmes s'informent de plus en plus et ont de plus en plus de questions pertinentes sur leur parcours personnel de patients. Et tout ça doit influer aussi certainement par rebond sur la stratégie des laboratoires. Exactement. Exactement. On voit émerger dans l'organisation des laboratoires de plus en plus ce qu'on appelle des patient journées, c'est-à-dire la capacité à comprendre quels sont les pain points d'un parcours patient et de voir à quel endroit, alors soit directement vers le patient, moi je le vois de plus en plus des laboratoires s'engager directement vers le patient, et vous avez de plus en plus de campagnes grand public maintenant pour aider soit des actions digitales visant à mieux flécher ou informer les patients par rapport à des symptômes. Donc vous avez des choses qui se passent avec la fondation Google, par exemple, ce qu'on appelle les MedWords. Et vous avez après des actions plutôt vers le médecin qui vont l'aider à améliorer le dialogue ou la compréhension du patient pour le médecin dans la sphère thérapeutique légitime du laboratoire. Donc, ça fait partie aussi de l'éducation, de l'information. Et ce sont souvent des programmes qui peuvent… Alors, ça se fait de moins en moins en présentiel, donc je vous le dis parce que il y a beaucoup de difficultés maintenant à faire venir des médecins dans des opérations le soir, des RP, tout ça. Donc, c'est de plus en plus fait sur des webinars aux bonnes heures, avec des formats courts. Et on voit vraiment, d'ailleurs, Julien, toute la société connaît cette croissance mais il y a vraiment une consommation d'informations qui change. Et l'échange entre pairs est aussi très important dans tout ce qu'on fait.
Peut-être ce changement, Franck, hein, j'ai essayé de le résumer sous un format assez schématique. Alors, certains d'entre vous peuvent le connaître, hein, je ne l'ai pas inventé, mais c'est le paradigme un petit peu du papillon et du diamant. Hein, dans le good old times, comme on disait, la MEDED, c'était quelque chose d'assez simple. Hein. Il y avait d'un côté l'aile gauche du papillon, il y avait un labo pharma, du côté droit, il y avait les communautés de médecins, et puis au centre, hein, il y avait un délégué médical, un MSL éventuellement, hein, qui était en charge de faire passer ou de transmettre de l'information. Ça a été le modèle jusqu'au début des années 2000. Et puis avec l'arrivée justement des réseaux, d'Internet, en fait, on passe aujourd'hui, hein, aux 1001 facettes de la MEDED. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un professionnel de santé, pour accéder à de l'information, hein, comme tu viens de le dire, Franck, il y a vraiment 1001 facettes pour aller chercher de l'information. Ça peut être, comme tu l'as dit, des Netflix, ça peut être tous les sites, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les réseaux entre pairs, hein, qui sont en train de foisonner. Ça va être aussi, on l'a vu avec l'accélération des tendances liées au Covid, c'est d'accéder à des informations sur étagère, hein, où c'est le professionnel de santé qui devient véritablement acteur, hein, de la medical education, de l'information, du temps qu'il veut y dédier, du moment où il est disponible, et non plus dicté par des événements en live. Donc, il y a quand même un shift énorme qui est en train de se passer. Donc, voilà, qu'on a essayé de résumer sur ce modèle en disant que aujourd'hui, il faut être capable, hein, quand on est un acteur de la MEDED, d'aller mettre face à ces 1001 facettes des réponses. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie omnichannel pour pouvoir être présent sur tous ces canaux. Donc, ça devient de plus en plus complexe. Ça demande des compétences de plus en plus grandes au sein des labos. Ces compétences ne sont pas toujours existantes. Il y a énormément de sociétés qui les proposent aussi. Mais voilà, notre monde s'est complexifié et on a donné de plus en plus d'opportunités pour s'éduquer. Et donc, il faut être capable d'y répondre aujourd'hui. Je pense que c'est un des grands enjeux de la MED-Ed des années à venir. Donc justement, on va faire un focus maintenant sur le contenu, les contenus à privilégier pour cette medical education, la stratégie à privilégier. On va vous proposer un deuxième sondage à ce stade, hein, justement au sujet des contenus. Deuxième sondage qui va s'afficher. Selon vous, vous allez pouvoir voter. Selon vous, j'espère qu'il va s'afficher le deuxième sondage. Selon vous, quels sont les 3 ingrédients les plus importants pour la medical education, le MEDED? Alors, le temps que le sondage s'affiche, je vais vous lister déjà les ingrédients possibles, hein. Donc, les experts, la connaissance, la communication, la formation, l'information, le digital, le parcours patient, l'innovation ou le marketing. Où est le marketing? Et l'idée, c'était de vous faire voter parmi tous ces ingrédients sur les 3 que vous préférez. On le fera juste après, puisque il n'est pas prêt. Alors, le contenu, la medical education, parce que ce n'est pas le tout de savoir comment on fait, quel canal on utilise, quels sont les objectifs poursuivis. Il faut un message légitime. Ce terme de légitime, il a été… voilà, le sondage numéro 2. Selon vous, quels sont les 3 ingrédients les plus importants pour le medical education? On vous laisse voter pour 3 ingrédients, donc. Et on va voir ce qui ressort, on va voir les aspects les plus importants à vos yeux. L'hôte et les panélistes ne peuvent pas voter, est-il écrit. Zut. C'est ennuyeux. On vous reproposera le sondage tout à l'heure. Donc, un message légitime. Franck, tu as évoqué ce mot tout à l'heure, de légitimité du message. Qu'est-ce que tu entends par là? Donc, vis-à-vis des laboratoires, j'imagine. La légitimité, c'est de vraiment de bien rester dans le domaine d'expertise et d'activité du laboratoire. À un moment, je pense que pour gagner en audience ou en conversation, on a parfois envie d'aller sur des centres d'intérêt, des points de santé qui sont pas forcément, qui peuvent être très généralistes et pas spécialisés dans le domaine du laboratoire. Et il peut y avoir des discussions au sein des laboratoires, notamment au niveau du juridique et de la compliance, sur le fait qu'en fait, le laboratoire
développent une éducation ou une formation qui n'est pas légitime pour le laboratoire. Je prends un exemple. Je suis au marketing, je veux faire une formation ou une éducation sur le risque juridique au cabinet. Eh bien, en fait, c'est quoi la légitimité d'une pharma de faire ce type de formation? Donc là, il peut y avoir effectivement ça peut passer dans certains labos, dans d'autres, ça ne passe pas parce qu'on considère que ce n'est pas légitime. Ça peut même considérer parfois comme un avantage, une formation offerte aux médecins qui ne rentre pas dans le cadre des activités du scope de promotion et d'expertise du droit. Par contre, si vous êtes, par exemple, en oncologie et que vous adressez l'agenda de l'oncologue, comment on peut améliorer sa pratique vis-à-vis de son patient, vis-à-vis de sa boîte à outils pour diagnostiquer et accompagner le patient, là, vous pouvez rester, si vous avez des produits oncologiques, vous pouvez vraiment rester dans le domaine d'expertise. Vous êtes légitime, vous avez des produits dans cette activité, donc c'est là que ça devient très intéressant. Mais voilà, la question peut être posée. J'ai vu des projets d'environnement de medical education qui ont été mis de côté parce qu'effectivement, ils n'étaient pas considérés comme légitimes et justifiés par les activités du laboratoire. Alors, la légitimité de la medical education, nos participants y ont répondu quelque part en répondant au sondage. 70% d'entre eux, l'ingrédient le plus important, c'est les experts, l'expertise. Donc ça, c'est vraiment la légitimité du message qui est en jeu. Pour 40%, la communication. Et pour 38%, le parcours patient, justement. L'importance de s'intéresser, de s'inscrire dans le parcours du patient quand on conçoit un programme de medical education. Donc, c'est une réponse aussi aux ingrédients de la légitimité. Il y a un truc intéressant, c'est que vous voyez que le marketing est pratiquement inexistant. La medical education, elle est principalement toujours portée par les directions médicales. Voilà, on est vraiment souvent sur la partie médicale et scientifique de l'industriel de santé. Et ce qui fait que le marketing peut avoir effectivement des collaborations dans l'expérience du problème de santé, c'est-à-dire des points de relance ou des emails, une logique omnicanale qui peut être ajoutée. Mais en général, c'est vraiment, comme je vous l'avais dit au début, un peu pyramidal. Vous avez appuyé beaucoup sur les experts. L'intérêt, effectivement, que les experts parlent à leurs pairs, donc le peer-to-peer revient. Et derrière, effectivement, on est sur des notions de formation, d'information, de partage de connaissances, de partage de gestes, de mentoring. Et voilà, la medical education passe souvent par des experts parce que même en tant qu'industriel de santé, c'est difficile parfois d'engager sa crédibilité sans avoir des experts qui soient avec vous sous forme d'un ad board ou d'un board qui vient vous aider à couvrir vos messages. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Franck, pour donner un exemple pratique, souvent ce qu'on voit, c'est que la problématique métier est un sujet qui attire énormément de monde. Un exemple concret, c'est ce qu'on a fait récemment sur Invivox, où on avait pris un décret sur l'extension des vaccinations qui auraient été données aux pharmaciens, et on avait justement interrogé un pharmacien en lui posant des questions très concrètes sur comment ça allait bouleverser l'organisation de sa pharmacie, ce qui était autorisé, tout ça. Et c'était vraiment le pharmacien qui expliquait très concrètement, très pratiquement les implications de tout ça. Et c'est un des formats qui a le mieux marché parce qu'on a transformé un décret qui est souvent complexe à comprendre en quelque chose de pratique, expliqué par un pair à d'autres pharmaciens. Et c'est le genre de contenu qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc on évoque des contenus vidéo, des contenus interactifs. Pour autant, les contenus traditionnels, comment peut-on faire aujourd'hui pour les redynamiser de façon concrète? Est-ce que vous avez des exemples en tête pour redynamiser un petit peu tout cela et s'adapter aux besoins et aux contraintes actuelles? Moi, j'ai des expériences de laboratoire qui ont typiquement réutilisé leurs publications de data dissémination, qui en ont fait des infographies pour les rendre plus faciles à interpréter, une forme de résumé avec les chiffres clés et tout ça. Alors, il y a toujours souvent pareil, un paquet de références et le TAP ou la publication in extenso en référence. Mais ce qui est intéressant, c'est le résumé, et le résumé est mis en avant. Vous avez des podcasts, des vidéos d'experts qui peuvent faire des synthèses.
Par exemple, il y a des actions de medical education qui sont faites maintenant de plus en plus in situ. Si vous êtes sur un congrès national ou international, un laboratoire va utiliser une société de medical education, soit une Netflix, soit une société qui sait faire ce genre d'activité, et va sélectionner dans le programme les points clés d'un événement du congrès, sur des pratiques, sur un geste, sur une stratégie thérapeutique. Et typiquement, va capter, à l'issue d'une session, va capter en 3 minutes les grandes informations à retenir et les grands conseils. Donc, c'est le pair, hein, l'expert qui est super légitime, parce que c'est le modérateur de la session ou le parent de la session qui va faire cette synthèse. En général, c'est souvent que de l'environnement, parce que les produits sont pratiquement jamais cités. Ils sont assez intelligents aussi pour jamais citer soit des DCI, soit plutôt des catégories de traitement, mais pas parce qu'ils savent que derrière, ça peut être utilisé par des labos. Donc, en général, c'est plutôt bien fait et ça permet après d'utiliser du snack content et de diffuser soit sur le site internet du laboratoire, sur la page pro, soit sous forme d'email envoyé et ou envoyé directement par la plateforme éditoriale, hein. Ce que font beaucoup maintenant de Netflix, avec le soutien institutionnel du laboratoire ou l'industrie pour le faire. Donc ça, c'est un moyen de disséminer l'information avec un format adapté à une forte audience et très rapidement. Donc, je vais te demander de définir ce que c'est que le snack content très rapidement et puis te poser une question que je saisis au vol là, parmi les questions des participants. Quelle appréciation avez-vous des serious games? Donc, le snack content en premier lieu et puis après les serious games, qu'en penses-tu, qu'en pensez-vous tous les deux? Le snack content, en fait, c'est quelque chose qui répond à une tendance globale, hein, qui n'est pas uniquement une tendance qui concerne le monde médical, mais qui concerne le monde général. Moi, je vois chez Invivox les équipes du digital, les équipes de dev, les équipes techniques. Aujourd'hui, quand elles ont besoin, hein, d'apprendre quelque chose, leur réflexe, ce n'est pas de me demander une formation digitale à l'école des Gobelins pendant 3 jours. Le premier réflexe, c'est Google, c'est YouTube, c'est des tutos. Et je crois qu'aujourd'hui, hein, aussi dans le monde médical, les médecins, les professionnels de santé cherchent justement des formats très courts. Alors, quand on parle de snack content, hein, nous, chez Invivox, on parle de contenu qui dure 3, 5 ou 7 minutes. On est à ce niveau de rapidité. Et ça permet à un professionnel de santé de se former, ça serait exagéré, mais en tout cas, de mettre à jour des compétences, éventuellement de comprendre là où ce qu'il faudrait approfondir. Donc, c'est ça pour nous la notion de snack content. Je ne sais pas si Franck, tu es d'accord avec cette Oui, notion. j'ai été sur un congrès en oncologie, radiothérapie la semaine dernière et justement, j'avais une opération visant à créer du snack content pour un client et en fait, les jeunes spécialistes qui étaient là, hospitaliers, me racontaient que finalement, aujourd'hui, quand il y avait des replays de congrès, quand ils sont dans un congrès, ils vont tout voir, ils écoutent les sessions, ils sont en live, etc. Mais quand ils sont en dehors d'un congrès, par exemple, un replay de 45 minutes, le taux d'arrêt de visionnage, il est au bout de 3 minutes. C'est-à-dire que vous regardez, on a les stats sur YouTube, hein, vous avez un replay, en général, vous les mettez à disposition par principe que les gens puissent les revoir intégralement, mais en général, le taux de personnes qui le regardent intégralement, il est proche de 0. Donc, en fait, on voit que la plupart des ruptures de temps, tout se passe au bout de 3, 4, 5 minutes maximum. Et après, voilà, un replay de 45 minutes, à part des aficionados ou des gens très concentrés comme ça. Donc, les podcasts, ça marche très bien parce que les podcasts, c'est des séries de 7-8 minutes. Ça s'écoute n'importe où, dans le métro, dans la voiture. Donc, ça, c'est vraiment, mais pas que dans la santé, dans plein d'autres domaines, c'est un format très facile pour passer un message. Les vidéos, les infographies, voilà. Bon, après, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Instagram, tout ça, on est vraiment sur des supports professionnels, mais on voit que la tendance, c'est de faire court parce que l'interne, vous savez, sa vie aux urgences, quoi. Donc, vous voyez qu'il ne va pas… il va aller écouter il va prendre connaissance de la nouvelle stratégie dans la prise en charge rapide du Covid. S'il peut et puis il peut la comprendre en 4-5 minutes. Après, il en parlera à son staff avec ses pairs. Mais grosso modo, là, il a besoin de savoir au plus vite. Le serious game dans ce paysage, il a sa place déjà, il a déjà fait ses preuves ou c'est encore émergent? Tout. C'est-à-dire que je crois que la base, hein, de la conception pédagogique,
c'est d'être capable de gamifier au maximum les choses. Il y a ce mot qui existe depuis des années, le mot edutainment, qui est une contraction de education et entertainment. On le sait bien, on s'en souvient de notre temps où on était encore enfant, il y en a certains qui le sont restés. On apprend mieux en s'amusant. Donc aujourd'hui, la base quand même de la medical content, c'est d'intégrer de la gamification à un maximum de contenu quand c'est possible. On ne peut pas toujours le faire, évidemment, mais on peut faire de la gamification sérieuse. C'est ce qui se passe dans le monde médical. Voilà. Et également les vidéos motion design, puisque c'est aussi un commentaire qui est indiqué par nos participants. Ils font exploser les coûts, celles-ci. Comment faire avec ces nouveaux formats pour créer un continuum de communication, pour ne pas faire un one-shot, pour créer quelque chose sur le moyen long terme, un dialogue qui s'enrichit au fil de l'eau, finalement peut-être créer une sorte de communauté avec ces professionnels de santé? Il y a un côté encore assez pyramidal aujourd'hui de l'influence scientifique. Vous avez toujours besoin d'experts, de KOL, pour ceux qui sont connus. Puis maintenant, vous savez, les DOL, les Digital Opinion Leaders, vous avez pas mal de labos pharma qui travaillent sur des stratégies de transformation de leur KOL en DOL en les formant à l'usage du numérique et notamment l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser ou alors parfois simplement les former à utiliser, à bien faire un webinar avec leurs pairs pour pouvoir disséminer l'information. Donc, la notion d'expert reste importante, il y a un côté toujours pyramidal. Et puis très vite, effectivement, on parle de cascading de l'information et de la MEDED. Et donc, c'est la capacité à le faire. Alors, soit vous pouvez le faire de manière traditionnelle avec voilà, des réunions en région, comme on faisait avant, avec effectivement… D'ailleurs, souvent, les directions médicales, les MSL sont très impliqués dans ce genre d'action sur le terrain. Mais vous avez maintenant la possibilité d'ajouter à ces opérations en terrain qui sont de plus en plus granulaires, des opérations digitales qui peuvent correspondre à une grande quantité de l'audience maintenant, ou des médecins qui n'ont pas le temps de se déplacer à une opération le soir ou dans un hôpital, c'est plus compliqué de l'organiser aussi. Donc, en fait, vont participer à des webinars, voilà, ou les speed sessions qui sont en fait des choses. Et donc, on voit dans les stratégies voilà, une forme d'expérience construite avec toujours en fait, un dénominateur commun, c'est cette caution d'experts qui va porter la bonne parole. Et après, des relais, des ambassadeurs, et puis la communauté qui va finalement. Donc, il y a un côté toujours organisé. Et moi, je vois dans les plans que font certaines compagnies, voilà, des plans de medical education intégrant de plus en plus la vitesse et l'audience qui peut être accompagnée par les outils digitaux. C'est-à-dire que vous êtes Eric Topol, vous êtes à l'AHA, en 1 minute, vous avez le résumé d'une breakdown session parce qu'il a plusieurs millions d'abonnés dans le monde sur Twitter. Donc, en fait, l'information scientifique n'a plus de frontières et elle va très, très, très vite. Et si un laboratoire sait exploiter ça, il peut aller très vite dans voilà, la dissémination de son évidence ou la connaissance de son environnement. À une condition que j'ajouterais, Franck, qui est la base de la MEDED, c'est l'ambition. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de MEDED sans avoir une ambition sur le moyen terme, le long terme, sur la qualité des contenus, sur la fréquence de publication des contenus. Moi, l'exemple que j'aime bien citer, c'est l'exemple Vélib. Pour les non-parisiens, Vélib, c'est cet horrible vélo qui pèse 24 kilos, qui est tout le temps à moitié pété, les freins ne fonctionnent pas. Et pourtant, c'est une des plus grandes réussites, c'est la plus grande réussite de vélo partagé dans le monde, parce qu'au départ, il y a eu une ambition folle de Vélib. Il y a 1400 stations Vélib installées à Paris et dans la petite couronne, en comparaison de 300 stations de métro à Paris. Et ça fonctionne parce qu'il y a eu une ambition de départ. Et je crois que la MEDED, c'est exactement la même chose. C'est avoir une ambition où on va, pour créer une communauté, pour répondre à ta question, Catherine, pour créer une communauté, il faut être capable de créer des contenus très régulièrement, différents types de contenus dont a parlé Franck, de les rendre accessibles simplement, pas derrière des forteresses, mais avec une expérience utilisateur la plus simple possible, et puis d'être capable de les diffuser
pour aller répondre aux réseaux qui sont utilisés aujourd'hui, aux canaux qui sont utilisés par les professionnels de santé. Alors, cette création, cette diffusion de contenus et de nouveaux contenus implique d'avoir une vision peut-être rénovée de la medical education. Ça implique beaucoup de choses peut-être pour le profil des professionnels au sein des labos qui sont en responsabilité de cela. Est-ce que le directeur médical tel qu'on le connaissait existe encore? Et quelles sont ces nombreuses compétences qu'on voit émerger là qu'il serait bon d'adjoindre donc à celle des professionnels existants, ou quels sont les nouveaux profils qui sont recrutés? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que ça a un impact sur les ressources humaines au sein des laboratoires, tout ce dont on vient de parler? Un directeur médical, je pense que c'est les aspects scientifiques qui vont être les plus importants dans son profil. Sa capacité à avoir cette ambition, voilà, de développer sa ligne de communication scientifique dans l'intérêt de la compagnie pour laquelle il travaille. Donc, je pense que ces compétences intrinsèques restent les fondamentaux du métier du médical. Le digital, pour moi, ça n'est qu'un moyen dans la palette d'outils disponibles. Ce qu'il faut juste, c'est que les directions médicales comprennent que la vitesse de la communication scientifique et surtout sa capacité à émerger d'une quantité d'informations monstrueusement élevée, c'est ça qui va être peut-être ce qui est nouveau, c'est de mettre à jour ces stratégies scientifiques à l'heure du numérique, du digital. C'est-à-dire de savoir comprendre comment les clients, les médecins fonctionnent, ont un agenda finalement aussi d'informations qui leur est propre. Et c'est pas trop… voilà, donc il faut qu'ils comprennent cet environnement. Nous, on a par exemple développé une masterclass qui adresse le métier du MSL à l'heure du numérique et du digital, donc qui vient aussi voir comment le MSL change la façon de travailler avec cette influence scientifique Le nouvelle. MSL? Ouais, voilà, c'est les médecins en région ou les responsables scientifiques en région. Medical Science Liaison, c'est ça, si je le dis bien, mon anglais légendaire. Mais en tout cas, on voit qu'on reste sur les fondamentaux scientifiques et médicaux, sur l'evidence-based, sur le sérieux, voilà, l'importance, les bonnes pratiques médicales. Par contre, il faut maîtriser voilà, l'écosystème numérique de l'influence scientifique qui maintenant est un fait et que voilà, un directeur médical et son équipe doivent maîtriser. On va répondre aux questions des participants. On a une petite dizaine de minutes pour cela. Avant cela, on va essayer de leur poser une dernière question avec le sondage numéro 3. Une question liée à un contexte, celui de la préparation du nouveau dispositif de certification des professionnels de santé. Donc, c'est un peu pour avoir votre avis à ce sujet. Selon vous, le nouveau processus de certification périodique des professionnels de santé va-t-il avoir un impact sur le MEDED? Alors oui, il faudra adapter les contenus en conséquence. Non, cela n'aura pas plus d'incidence que le DPC, ou je n'ai pas connaissance de ce nouveau processus de recertification qui est en cours de préparation, qui doit normalement être applicable à partir de janvier 2023, mais des textes, des arrêtés, des textes de loi sont attendus pour l'encadrer. Donc voilà, j'espère que vous pouvez voter. Ça fonctionne bien, Catherine, je te confirme. Parfait. Hop, Et que nous allons avoir les résultats. Et préparez-vous, messieurs, parce que vous allez devoir commenter la réponse. Donc, oui, à 38%, la certification périodique des professionnels de santé va avoir un impact sur le MEDED. Non, 2% seulement, et 60% qui n'ont pas encore connaissance, ce qui est logique puisque tout cela se prépare et que nous attendons encore beaucoup d'orientation législative à ce sujet. Franck, as-tu un avis là-dessus? Non, je ne connais pas le nouveau cadre exact de la DPC, donc je ne vais pas commenter. Je pense qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui sont comme moi, qui sont là-dessus. J'ai toujours été à l'écoute voilà, des problématiques de la formation médicale professionnelle, des points, c'est toujours un peu compliqué.
Donc ça, je pense que c'est une obligation professionnelle qu'on voit qui a l'air de se restructurer et qui fait l'objet. Je connais les obligations de formation des médecins sur la partie numérique en santé, on en a parlé entre nous, mais il y a effectivement une obligation professionnelle maintenant de maîtriser le cadre numérique de travail du médecin, notamment la cybersécurité, la messagerie professionnelle, l'espace numérique de santé. Donc là, on voit que il y a une volonté d'imposer pour la qualité des soins d'ailleurs ce niveau. Après, ça n'empêche qu'à côté, il y a le libre agenda du professionnel pour se former et s'informer qui, lui, est considérablement élevé en offre. Donc, il faudra un moment que tout ceci soit peut-être optimisé, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois qu'il y a les grandes Netflix françaises comme Igora quotidien sont sur ces sujets. Je crois que ce n'est pas simple. Pour information, hein, on aura la semaine prochaine à la même heure sur cette académie, hein, Michel Lenoir-Salfati qui sera accompagné de son adjoint, Jean-Philippe Nathalie et de Sabine Cohen pour justement commenter les nouvelles orientations triennales du DPC qui doivent être publiées aujourd'hui ou demain au journal officiel apparemment. Donc voilà, on pourra poser toutes les questions, hein, vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête justement sur ces nouvelles orientations la semaine prochaine. C'est aussi le sujet de l'AFNIM de la semaine de septembre, voilà, aussi dit Eric. Voilà, absolument. On a quelques minutes encore pour prendre 2 ou 3 questions. Quid de la dimension internationale de la MEDED? Quelle peut être la signification exacte de cette question? Est-ce que les contraintes réglementaires internationales s'appliquent à la France? Est-ce que les laboratoires doivent avoir un regard international sur le message qu'ils diffusent aux professionnels français? Je ne sais pas trop comment vous pouvez… quel regard vous avez sur cet aspect? La numérisation de la MEDED fait que la vitesse et les frontières sont… Aujourd'hui, vous êtes à l'ASCO en live, vous pouvez… vous savez dans les 10 minutes ou même en live, vous avez un accès à l'information. Donc, en fait, c'est l'internationalisation. Après, c'est ce que produit en MEDED, peut-être localement, une compagnie qui va devoir superviser avec son cadre parce qu'elle est responsable. Mais aujourd'hui, les médecins qui pratiquent l'usage de la MEDED en ligne, celle qui est offerte aujourd'hui à leur agenda, elle est internationale et immédiate. Donc, je pense qu'il faut être capable d'en tenir compte. Si vous faites un congrès international et que vous avez l'occasion d'avoir un relais, un de vos experts sur place qui peut lui parler, il peut parler à ses pairs en France en étant en US. Hein. Et donc, c'est tout le côté international, il est lié à il est complètement décloisonné avec le numérique. Donc ça devient une évidence. En tout cas, il y a des exemples très concrets, notamment de contenu, hein, qui s'appliquent très très bien à l'international. Chez Invivox, on développe beaucoup ce qu'on appelle des cas cliniques interactifs. C'est-à-dire qu'on prend un cas clinique qui est généralement sous le format PowerPoint, hein, et on le transforme en module, un cas clinique interactif. L'avantage d'un cas clinique interactif, c'est que le corps humain, généralement, alors ça peut être en chirurgie, ça peut être dans plein d'autres matières, mais par exemple, si on prend de la chirurgien, le corps humain, à peu près partout dans le monde, il se ressemble. Et donc, ce qu'on a développé en français, hein, et on le voit avec pas mal de nos partenaires, on est capable de le traduire tout simplement, et c'est directement disponible pour X pays européens ou internationaux. Donc, il y a certains contenus qui s'adaptent beaucoup mieux que d'autres. Mais voilà un contenu classique, hein, qui fonctionne très, très bien au niveau international. Une autre question au sujet des big tech. Est-ce que les big tech pourraient-elles prendre part aussi au MEDED? On parlait des GAFA, maintenant c'est un petit peu nouveau, on parle des big tech. Est-ce que ces acteurs-là ont une place, a priori, dans l'élaboration et la diffusion de la medical education vers les professionnels? En fait, il y a des faits, c'est que beaucoup de sociétés issues de la technologie qui ne sont pas dans la santé se mettent dans la santé. Vous en connaissez un certain nombre. Certains viennent, ressortent, mais finalement, petit à petit, viennent.
Donc, en fait, bien évidemment, elles vont adresser les points de santé à un moment d'une manière ou d'une autre. Après, en termes d'expérience, là où j'ai vu le plus de choses concrètes, c'est quand j'étais chez Sanofi en Chine. L'usage de WeChat était dans le peer-to-peer. Et en fait, les Chinois font tout sur leur portable. Et il y avait des plateformes d'échange ou d'expert on demand qui étaient organisées et créées sous forme de cadre, enfin, créées en fait une espèce de marketplace. Hein. J'ai une question, j'ai un cas clinique, voilà. Ce que font probablement les médecins aujourd'hui en grande partie avec WhatsApp, mais ce qui n'est pas très bien en termes de conflit de cybersécurité, notamment pour les pieds joints. Mais en tout cas, vous avez des expériences de med-aid ou de peer-to-peer voilà, d'ailleurs, qui avait été réutilisé par des laboratoires pharma en Chine pour justement favoriser les échanges autour de leur verticale. Donc, oui, il y a des expériences et moi, je pense de plus en plus que Alphabet, Verilai, Amazon, ça a l'air d'être un pas en avant, un pas en arrière, mais ont de plus en plus des actions auprès des problèmes de santé. C'est encore pas trop évident en France, mais ça va pour le moment être un fait à venir. Peut-être pour commenter, peut-être terminer pour réparer une pirouette un petit peu, mais un des acteurs de la big tech, moi je considère ça de la big tech, la Poste. Hein, le fait en France d'envoyer une lettre et qu'elle soit reçue dès le lendemain partout en France, ça relève quand même d'une certaine forme de technologie quand on connaît le système postal dans d'autres pays. La Poste, hier, hein, a annoncé le rachat de la start-up Hapital, hein, qui est une conciergerie d'hôpitaux, qui marche très, très bien. Donc, je pense qu'effectivement, de toute façon, il y a un regard sur la santé qui est de plus en plus acéré, en se disant que c'est un des leviers de croissance du futur pour les grandes sociétés. Donc oui, je pense que de plus en plus, hein, Catherine, pour répondre à ta question, de plus en plus, ces géants de la tech ou pas forcément de la tech s'intéressent de près à la santé. Voilà, et Eric nous confirme dans les commentaires que la Poste achète de nombreux services de santé. Effectivement. Une big tech aussi, maintenant, qui est connue de tous, c'est Doctolib. Hein. À la base, c'est une big tech, c'est devenu une startup, c'est une big tech. Hein. C'est une très, très grosse marketplace, plateforme, rendez-vous, tout ça. Ils en sont qu'au début en matière de diversification, mais je pense que demain, pourquoi Doctolib n'aurait pas dans ses services, au-delà du logiciel de gestion de cabinet, au-delà de la prise de rendez-vous, au-delà de la téléconsultation, demain, une plateforme d'éducation ou héberger les modules, il pourrait très bien demain devenir un distributeur de contenu dans la mesure où ils ont énormément de data, ils ont les créneaux des médecins disponibles, ils ont tout le réseau, ils pourraient très bien se diversifier et aller dans ce style d'activité et s'associer avec une Netflix pour avoir les contenus et tout ça, quoi. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où on a de la data et des assets, on peut après facilement aller chercher des activités complémentaires et dans la logique voilà, du parcours client. Avec une crainte exprimée par l'un des participants, n'y a-t-il pas le risque de voir un contenu erroné, voire orienté, si les sociétés non spécialisées en santé ou les big tech s'y mettent? Et oui, c'est toujours la crainte que l'on peut soulever. Ouais, et peut-être un dernier mot, mais c'est fondamental pour justement les labos pharma aujourd'hui, hein, de ne pas se laisser prendre de vitesse justement par ces big tech et donc d'accélérer leur transformation digitale. Avec Franck, voilà, on est des acteurs de cette transformation digitale et on le voit tous les jours, hein, on a de plus en plus de demandes, mais je crois que c'est un des grands enjeux, de ne pas se laisser dépasser par ces acteurs qui ne sont pas ou qui n'étaient pas dans la santé. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce dialogue très, très intéressant, avec beaucoup de perspectives qui s'ouvrent autour de ce sujet-là. On vous rappelle donc la tenue de la prochaine session de l'Académie, la semaine prochaine, donc le 15 septembre, avec la directrice générale de l'ANDPC et deux de ses collaborateurs qui viendront décrypter l'arrêté sur les orientations triennales 2023-2025 du DPC. Donc, les organismes de formation attendent cet arrêté avec beaucoup d'impatience. Il devrait paraître incessamment. Et donc, Madame Lenoir-Salfati nous fait le plaisir de venir décrypter ça et répondre à vos questions en live la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette session.
Voilà, bah, écoutez, ça a été un plaisir de vous retrouver après 2 mois d'interruption. Encore un mot, oui, le 24 novembre, Invivox organise un événement exceptionnel sur la scène de l'Antenne à Paris, avec une douzaine d'intervenants de haut niveau qui viendront exprimer en format TED, donc c'est des speeches courts sur scène, en live d'une part et retransmis d'autre part, qui viendront exprimer leur vision de la formation continue des années qui viennent, donc la formation en santé horizon 2025. Donc, ça promet d'être un joli spectacle et intéressant qui plus est. Donc, vous avez tous ces renseignements-là sur les liens, en cliquant sur les liens qui vous ont été indiqués dans la conversation. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt et bon appétit à tous. Merci, au revoir. Merci Catherine, merci Franck, merci à tous et à toutes les participantes.